Vous êtes à la grande édition d'information sur la Voix Sainte TV. On y va tout de suite pour les titres. Démarrage de la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya, nous en parlerons dans ce journal. Côte d'Ivoire, attaque de la base CCDO et de l'école de police, des blessés et plusieurs armes emportées. Toujours en Côte d'Ivoire, préparation de la gendarmerie nationale relative à la sortie des sous-officiers prévus dans la dernière semaine du mois de juillet 2017. En sport, début des festivités des 8e Jeux de la francophonie. Et puis à l'international, des divergences après le deuxième round des négociations sur le Brexit. Bonjour et bienvenue à tous. Commençons cette édition par une information relative à la réhabilitation du projet de chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya prévu pour le 15 juillet 2017 par la Citarail. Roland Manka. Le chantier de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou va démarrer le 15 septembre 2017, soit après 3 longues années d'attente par la Citarail. Un accord tripartite a été signé entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la société à l'occasion de la 6e session du traité d'amitié et de coopération TAC qui a réuni les deux pays le 18 juillet 2017 à Ouagadougou. Le projet ferroviaire qui traverse les deux pays d'Abidjan à Kaya en passant par Ouagadougou avec une extension prévue vers la ville minière de Tambao nécessitera un investissement global de 262 milliards de francs CFA. Mais la première phase qui porte sur le tronçon existant à réhabiliter coûtera environ 85 milliards 300 millions de francs CFA. La réhabilitation est prévue pour s'étendre sur 4 ans. Une fois achevée, l'infrastructure longue de 1260 km viendra revitaliser les échanges commerciaux entre les deux pays et faire gagner des points de compétitivité au port autonome d'Abidjan. À Abidjan, des tirs ont été signalés le mercredi 19 juillet 2017 aux environs de 22 h vers l'école de police, de gendarmerie et le corridor de la GESCO à Yopougon, suivant le récit de Ange Sacré. Des individus non identifiés ont attaqué dans la nuit du mercredi 19 juillet 2017 la base du Centre de coordination des décisions opérationnelles de Côte d'Ivoire, CCDO en abrégé, et l'école de police de Cocody. Les échanges de tirs entre les assaillants et les forces de l'ordre auraient fait une dizaine de blessés. Des armes et du matériel ont également été emportés. Les agresseurs se sont rendus dans l'enceinte de l'établissement à bord des taxis communaux de la commune de Cocody. Des tirs ont été entendu aussi au camp de la brigade anti-émeute BAE en abrégé et autour de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, MACA en abrégé. Notons que cette attaque est intervenue le jour où il y a eu un remaniement ministériel. Le poste de ministre de la Défense a été confié à Ahmed Bakayoko, précédemment en charge de l'intérieur et de la sécurité du pays. L'autre constat fait après ces tirs, c'est que les populations apeurées ont traîné les pas à rejoindre leur poste de travail. Alors qu'après la secousse, le calme est subitement revenu. Un mot de santé dans cette édition. 1 million de personnes sont mortes de la maladie liée au VIH-Sida en 2016. C'est presque moins lors du pic du décès atteint en 2005. Selon un rapport de l'ONU publié le jeudi 20 juillet 2017 qui affirme qu'un tournant décisif a été franchi. Martial Kwasi pour le commentaire. 1 million de décès liés au sida dans le monde en 2016, la moitié qu'en 2005. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi 20 juin 2017 l'ONU-SIDA, le programme de coordination de l'ONU contre ce fléau. Le nombre de nouvelles contaminations de VIH a lui atteint 1,8 million en baisse régulière année après année, mais un rythme trop lent pour parvenir à juguler l'épidémie, a ajouté l'ONU-SIDA dans un rapport annuel sur les chiffres mondiaux du sida. Notons que 1,8 million de nouvelles infections par le VIH ont encore eu lieu en 2016, soit une contamination toutes les 17 secondes en moyenne. Ce chiffre est en baisse régulière année après année, hormis un léger rebond en 2014, très loin du maximum de 3,5 millions de nouvelles contaminations atteintes en 1997. Toutefois, l'organisme s'inquiète en particulier de l'exposition de nouveaux cas en Europe de l'Est et en Russie. À cet effet, Abidjan accueille la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique et l'événement aura lieu du 4 au 9 décembre 2017. L'école des forces armées de Zombakro prépare sa fête annuelle qui sera marquée par la remise d'épaulettes des lieutenants, des médecins et des élèves officiers et sous-officiers de la première année. On en sait plus avec Jean-Jacques Denis. L'école des forces armées de Zombakro, elle est la seule école de formation pour les élèves sous-officiers de terre et de la gendarmerie en Côte d'Ivoire. Située à 14 km de Yamoussoukro, sur l'axe qui mène à la ville de Saint-Fra, elle est un véritable outil d'intégration régionale et sous-régionale.
De nouveaux élèves officiers et sous-officiers seront présentés dans la dernière semaine du mois de juillet sous le drapeau de l'école de gendarmerie d'Abidjan 6 à Cocody et de l'école de gendarmerie de Torogué 6 à Daloa, indique la gendarmerie nationale. La double cérémonie se déroulera comme suit. Le lundi 24 juillet 2017 à l'école de gendarmerie d'Abidjan et le jeudi 27 juillet 2017 dans celle de Torogué. Le document souligne qu'au dite cérémonie, l'on assistera également à la sortie de la première promotion des sous-officiers féminins de la gendarmerie nationale. En sport et culture, le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan a procédé à la remise officielle des clés du village des Jeux de la francophonie, marquant ainsi le début des festivités. Ange Série. À quelques jours du coup d'envoi des 8e Jeux de la francophonie, Daniel Cablon-Duncan, le vice-président ivoirien, a procédé mercredi 19 juillet 2017 à la rupture du ruban et à la remise des clés du village à l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Adama Ouandé. Cette cérémonie qui a eu lieu au village des Jeux à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Makori exprime le lancement officiel des festivités des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. Dans le cadre de ces Jeux, le vice-président ivoirien prévoit les inaugurations de la salle d'accréditation et du Centre international des médias au Palais de la Culture de Treichville. Pour rappel, les 8e Jeux de la francophonie ont débuté le 21 juillet 2017 avec les séances de vernissage des œuvres fraîches à 10h30 suivies des compétitions sportives. Le tout ponctué par la cérémonie d'ouverture un peu plus tard au stade Félix Houphouët-Boigny dans la commune du Plateau. Toujours en sport, la Fédération internationale d'athlétisme autorise 8 nouveaux athlètes russes à concourir au niveau international sous drapeau neutre. Plus de détails avec France Conan. Parmi les 8 athlètes autorisés figure le lanceur de Makto, Sergei Litvinov, 5e des mondiaux 2015 à Pékin, mais surtout des jeunes comme Sofia Palkina, 19 ans, championne du monde cadet de Makto en 2015, et la pêchiste Alena Lutskovskaya. Cet ajout porte à 49 le nombre total de Russes des différentes catégories d'âge autorisées jusqu'à présent par la Fédération internationale d'athlétisme à concourir sous drapeau neutre. Pour rappel, l'athlétisme russe est au centre d'un vaste scandale de dopage et de corruption. Ces athlètes ont été privés des Jeux de Rio en 2016 à la suite d'une enquête de l'Agence mondiale antidopage AMA dirigée par le juriste canadien Richard McLaren. Ils sont également privés des mondiaux de Londres qui se dérouleront du 4 au 13 août 2017 en Angleterre. Hors de chez nous, à l'international, la deuxième session de négociation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur le Brexit s'est achevée le jeudi 20 juillet 2017 à Bruxelles sur un constat des divergences de position concernant la justice européenne et la facture du divorce en dépit de la cordialité des échanges. Estelle Traillot nous en parle. L'Union européenne réclame à Londres de solder les comptes de ses engagements pris en tant que pays membre avant son départ, prévu en mars 2019. Une facture évaluée entre 55 et 100 milliards d'euros selon les sources au sein de l'Union européenne. Le négociateur en chef européen Michel Barnier préfère lui discuter méthodologie avant d'avancer un montant tout en ayant prévenu que toute séparation coûte cher. Mais le Royaume-Uni, qui n'a toujours pas rendu public sa position sur le règlement financier, rechigne à accepter des obligations selon des sources précédemment citées, même s'il reconnaît qu'il faudra payer quelque chose. Le sort des citoyens expatriés se heurte à la question de la souveraineté de la Cour de justice de l'Union européenne, de laquelle Londres souhaite se détacher après le Brexit. L'Union européenne, en revanche, voudrait pouvoir continuer à se référer à sa plus haute juridiction en tant que litige, notamment sur le respect des droits de ses ressortissants installés au Royaume-Uni. Autour du déjeuner, Michel Barnier et David Davis feront le bilan de 4 jours de négociations qui ont vu débarquer près d'une centaine de fonctionnaires britanniques à Bruxelles. Les discussions ont été organisées par petits groupes de travail. Celle sur la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, troisième priorité de cette première phase de négociations avant de passer à la forme de la future relation entre Bruxelles et Londres, ont été menées par les bras droits respectifs de messieurs Barnier et Davis. La Commission européenne a sommé le mercredi 19 juillet 2017 le gouvernement polonien à mettre en suspens ces nouvelles réformes controversées du système judiciaire et de mettre fin aux risques clairs pesant sur l'état de droit. Martial Kwasi. La Pologne risque des sanctions si le gouvernement ne renonce pas à ses projets de réforme de l'appareil judiciaire, a averti la Commission européenne mercredi 19 juillet. Cela augmente considérablement les menaces systématiques sur l'état de droit car elles aboutiraient à placer la justice sous le contrôle politique total du gouvernement, a déclaré le premier vice-président de la Commission.
Le Parlement polonais a repris mercredi l'examen du projet de réforme de la Cour suprême adopté la veille en première lecture par les députés du parti Droit et Justice et leurs partenaires au sein de la coalition gouvernementale. Le texte qui propose le remplacement de tous les juges de la Cour suprême, à l'exception de ceux qui ont été nommés par le ministre de la Justice, a soulevé l'indignation des magistrats, des mouvements de défense des droits de l'homme et des centristes qui accusent le gouvernement de porter atteinte à la séparation des pouvoirs. Au cri de lâche et de honte, les élus de l'opposition ont accusé mercredi 19 juillet 2017 le gouvernement de vouloir placer sous sa tutelle la plus haute juridiction du pays. Plusieurs milliers de manifestants ont par ailleurs passé la nuit devant le Parlement pour dénoncer le projet. Un autre projet de loi qui met fin à l'actuel mandat du Conseil national de la magistrature et confie la désignation de 15 de ses 25 membres au Parlement a été adopté la semaine dernière. La Commission européenne a entamé en janvier 2017 une procédure de surveillance du respect de l'état de droit en Pologne. Les pressions de Bruxelles sont jusqu'ici restées lettres mortes. Parlant d'ingérence dans ses affaires intérieures, le gouvernement polonais les a même jugées inacceptables. Terminons avec cette information. Condamné à 3 ans de prison pour atteinte à la religion musulmane en juillet 2016, l'ancien policier converti à la loi chrétienne Slam Bouaf a bénéficié d'une réduction de sa peine de 16 mois. Commentaire Roland Monca. Selon son avocat, c'est le président Abdelaziz Bouteflika qui lui a accordé cette grâce présidentielle le 5 juillet 2017. Mais le défenseur de Slimane Bouaf affiche un optimisme mesuré quant à une libération anticipée. La justice a refusé de communiquer cette information à la famille du détenu. Cette dernière en a été informée par un co-détenu du chrétien, également bénéficiaire d'une grâce présidentielle et qui a appelé à sa sortie de prison. La demande de mise en liberté conditionnelle traitée le 18 juillet 2017 a été rejetée. Le chrétien avait été dans un premier temps condamné à 5 ans de prison pour avoir publié des messages injurieux pour l'islam sur les réseaux sociaux. Sa peine avait été réduite à 3 ans lors du procès en appel. C'est ici que se referme cette édition. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous la présenter. Paix et joie chez vous. Au revoir.